Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et toutes. C'est un numéro spécial d'Explore ton centre qui nous attend, avec un invité tout à fait spécial qui est Jean-Luc Monfray. Et aujourd'hui, l'épisode va se dérouler différemment des épisodes précédents. La formule est un peu plus centrée sur la découverte de Jean-Luc sous une autre manière d'aborder les choses, toujours en lien avec le centre, son expérience de fréquenter le centre Shambhala, d'être chambalien depuis de nombreuses années, d'être bouddhiste depuis encore plus longtemps. Alors aujourd'hui, pour le 25e épisode d'Explore ton centre, je me retrouve à interviewer Jean-Luc Monfray. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle, j'ai l'impression que on est en train de rejouer l'arroseur arrosé. Oui, exactement. Je te remercie de m'avoir proposé cet exercice. Un peu étonnant parce que je ne sais absolument pas de quoi tu vas me faire parler. Et je trouve ça très intéressant. Je ne veux pas dire que je suis inquiet, mais quand même, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est pour ça que j'ai accepté. Et puis, je crois que c'est un juste retour des choses aussi, qu'après avoir torturé quelques personnes avant moi, dont toi d'ailleurs, c'est normal que le karma se retourne. Ah. Mais je crois que ça va être un bon karma, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je sais pas. C'est une entrevue bienveillante qui va nous permettre de découvrir certains aspects de ton expérience qui peut-être ne sont pas connus de tous. Alors, on peut déjà sauter dans la première question qui va porter sur ta rencontre avec Shambhala, ta rencontre avec le centre. Et d'abord et avant tout, j'aimerais bien savoir ce que tu as remarqué, si tu as encore en mémoire, ce qui t'a frappé la première fois que tu es venu au centre Shambhala. Ça, c'était en 2015. Donc, j'étais à l'époque dans un groupe Kagyu sur Montréal. Et mon enseignant principal, c'était un tout petit groupe, c'était pas le centre Rigpa Dorje, c'était un petit groupe. Et mon enseignant principal m'avait dit, il avait une maladie terminale, donc il m'avait dit quand je serai décédé, je te propose d'aller à Shambhala, parce que le groupe était dissous. Je te propose d'aller à Shambhala parce que je pense que ça te conviendra. Sans me dire pourquoi. Donc je suis arrivé en septembre 2015. Donc la personne qui m'a introduite, c'était une de ses amies qui est Esther Rochon. Donc je suis rentré par Esther Rochon. Et j'avais regardé bien sûr de quoi il s'agissait, Shambhala, avant d'y aller. Ce qui m'avait attiré par rapport à ce que je faisais avec son groupe, ce qui m'avait attiré, c'est deux notions. La notion de société éveillée et la notion de bonté fondamentale. La notion de société éveillée, parce que j'ai toujours été dans des groupes d'action, comme je suis quelqu'un qui a besoin de bouger sans arrêt, l'histoire d'avoir un cheminement qui soit axé sur la société, c'est-à-dire sur le partage en groupe, etc., me convenait très bien, plus qu'une... je ne suis pas quelqu'un qui va rester dans une cellule tout seul. J'ai toujours fonctionné avec des groupes et je me nourris des groupes.
Voilà, donc c'est ça qui m'a fait rester à Shambhala une fois que j'ai fait la démarche d'entrée. Et puis la bonté fondamentale aussi qui est cette notion qui va à l'inverse du péché originel, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on est à la découverte de ce qu'on est déjà et non pas de se débarrasser d'une malédiction. Je suis très schématique là, on n'est pas dans un cours de philo. Non, mais c'est bien, on n'a pas besoin d'aller plus en profondeur, je crois que beaucoup de gens auront déjà compris. J'aimerais que tu puisses retourner dans ta mémoire de façon plus concrète encore. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé à Shambhala? Donc c'était le précédent centre, c'était rue Sainte-Catherine. Et j'ai été reçu par Carole Aswad, qui était directrice du centre. Qui était à l'époque directrice du centre. Puis on a eu un long entretien, une bonne demi-heure. Et après, elle m'a fait visiter le centre. Puis il n'y avait pas de programme à ce moment-là, mais il y avait quelques personnes. Et ce qui m'a donc encore plus accroché à Shambhala, c'est l'accueil. Non seulement l'accueil des personnes, dont j'ai déjà parlé, mais surtout le fait que c'était... Je dirais que ce qui m'a accroché, c'est la cuisine. C'est-à-dire que ce qui m'a accroché, c'est que j'ai découvert un lieu de vie. Et non pas un lieu où on venait faire des méditations, des prières, des pratiques, puis après on s'en allait. Ce qui m'a accroché, c'est donc ce côté famille. Il y avait une cuisine, il y avait des arrangements floraux, c'était comme une maison, quoi. On avait envie d'habiter là. Et tu dis que c'était comme une maison. Quand est-ce que cette maison est devenue la tienne? Très vite. Très très vite. Je me suis très vite senti chez moi. J'ai fait quelques programmes. Donc, comme je venais d'une autre lignée, il fallait que je réintègre le cursus Shambhala. Donc il a fallu que je fasse tous les niveaux, la vie quotidienne, etc. Enfin, tu connais. Et très vite, j'ai été intégré dans le groupe. Bon, certes, je m'intègre facilement, mais là, c'était encore plus facile, quoi. C'était ouvert, c'était accueillant, et puis c'était en français, parce que j'ai l'habitude de faire les pratiques en tibétain, ou tibétain traduit en français. Enfin, on avait des cahiers de chant avec les 3 lignes, là, le tibétain, la prononciation et le français. Et là, directement en français, donc ça m'a beaucoup aidé aussi à me sentir intégré, à me sentir chez moi. Et puis, les programmes étaient intéressants, les enseignants sympas. Il n'y avait pas la distance, il n'y avait pas de robe de moine ou de choses comme ça. C'était comme la société de tous les jours, quoi. Mais sauf qu'elle était sur une voie d'éveil. As-tu quelques souvenirs marquants qui te sont restés de cette époque-là? Ou des petites anecdotes? Tu sais, quelque chose de très concret? Qui me viennent comme ça, non. Si, c'est un peu pour ça que j'en ai parlé. Ce qui m'a marqué, c'est le fait justement d'avoir ces goûters après les pratiques ou après les enseignements, de faire la cuisine ensemble, de faire la vaisselle ensemble. Ça a permis mon intégration très rapide. Et j'insiste sur le fait que ce qui intègre le plus, c'est de faire la vaisselle. C'est pas une plaisanterie, c'est parce que la vaisselle, que quelqu'un te serve à manger, etc., ça fait, bon, on est reçu chez des amis, etc. De faire la vaisselle ensemble, ça veut dire qu'on est en famille. On n'est pas chez des amis. Absolument. Ouais. Donc je suis tout à fait contre la machine à laver.
je plaisante. Attention, ça a des conséquences. À part la cuisine, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le centre, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont plus marquants pour toi ou qui ont plus de sens, plus évocateurs? Il y a le lieu de pratique hein, qui est quand même la base, c'est pour ça qu'on est là. Ce dont je viens de parler, c'est par rapport à ta question sur qu'est-ce qui m'a accroché en tant que centre et non pas en tant que pratique. Il est certain que si je suis là, c'est pour les pratiques à la fois bouddhistes et Shambhala. C'est pas que ce soit deux choses différentes, c'est deux choses qui sont intégrées, mais c'est deux facettes de la même chose, mais c'est des facettes différentes quand même. Et donc, pour moi, le centre du centre, c'est la salle de méditation, ça c'est clair. Et l'hôtel. L'hôtel en tant que, comment je dirais, image qui rassemble. C'est-à-dire que tous les regards sont tournés vers la même chose qui est l'hôtel. Et quand tu n'es pas au centre et que tu y penses, qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce qui est le plus signifiant, se rapportant à ton expérience du centre? C'est pas mal une globalité. Quand on entre dans le centre, ce qu'on voit, c'est le salon. Donc, c'est le salon avec ces avec les images de Chogyam Trungpa et du Sakyong. Et puis autour, il y a tout un tas de fauteuils qui tendent les bras. Et je trouve que ça a été très bien conçu parce que quand on entre, on est accueilli, même s'il n'y a personne. Et on n'est pas d'emblée dans un lieu de pratique, il est juste après. On sait qu'il est là, mais ce qu'on voit en premier, c'est ça. Et on ne voit pas la cuisine en premier, pour répondre à ta question. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. On voit le lieu de rassemblement. On voit le lieu de social, rassemblement, c'est ça. Ouais. On voit le côté société. Ouais. Et puis si on va un peu plus loin, on voit le côté éveillé, dans le bout du couloir. Et qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça qu'on ne retrouve nulle part ailleurs? Parce que j'en ai quand même vu pas mal. C'est l'accueil. Je reviens toujours à la même chose parce que j'ai fréquenté beaucoup de centres où il y avait beaucoup de gens gentils. Et que ce soit ici, par exemple, je vais avec Pédorgé déjà, le centre Kagyu, mais en Europe, j'en ai fréquenté beaucoup. Et il y a toujours des gens gentils qui sont prêts à rendre service, etc. C'est pas du tout une question de personne, c'est une question d'organisation. C'est que ici, d'emblée, on entre dans le côté accueil et non pas dans le côté de la pratique. Il n'y a pas de bureau à l'entrée, il n'y a pas de... on rentre directement dans l'entrée, puis même le vestiaire n'est pas devant, il est sur le côté, ce qui fait qu'on n'entre pas dans des masses de chaussures. J'ai connu surtout en Inde, même dans les centres, je parle pas des centres hindouistes, mais je parle des centres bouddhistes tibétains. Toutes les chaussures sont à l'extérieur, on rentre dans les chaussures, on rentre dans les vestiaires, etc. Et même beaucoup de centres Shambhala sont organisés comme ça. Mais là, chez nous, non, c'est escamoté, ça, c'est sur le côté. On entre directement, à la fois dans le côté salon dont on a parlé, mais aussi il y a la bibliothèque avec les livres, il y a les photos des maîtres, il y a, etc. Puis on voit droit devant soi, il y a cette enfilade qui mène à la salle de méditation. Donc on sait qu'on entre dans un lieu de pratique, mais on entre par un accueil, et non pas par l'entrée de service.
si j'ose dire. Ouais, Enfin, je parle au niveau du ressenti, je ne dis pas que c'est fait comme ça, mais... J'aimerais parler un peu de la communauté, de ton lien avec les personnes finalement de la communauté. Il y a donc un lien qui s'est créé entre toi et Shambhala. Il y a certainement des personnes qui ont, d'une certaine manière, contribué à changer la vie pour toi. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, un peu ça va être difficile, beaucoup. Beaucoup oui. Alors. Non, déjà, la première personne que j'ai vue c'est Carole, et puis j'ai toujours gardé ce lien avec Carole, qui est vraiment quelqu'un de très accueillant et qui m'a ouvert beaucoup de choses, et surtout qui m'a aidé, parce qu'au début ça a été difficile pour moi, parce que j'avais pas l'habitude au point de vue organisation des enseignements. Moi j'avais l'habitude des enseignements un peu patchwork, où on prenait tel enseignement, puis au bout d'un moment il y avait cet enseignement-là, on voulait le faire, mais il fallait faire tel autre, il y avait des prérequis, etc., comme il y a partout, mais c'est normal. Et à Shambhala, je suis arrivé à des choses très structurées, très scolaires, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et puis, quand je suis arrivé à Shambhala, donc j'avais quand même 35 ans de pratique, chose comme ça. Et on m'a dit, non, il faut que tu recommences dès le début. Au début, ça m'a choqué. J'ai même hésité en disant c'est fort que je recommence tout. Et ça. Puis j'ai décidé que tout ce qui passait était une pratique, et que si je recommençais au début, ça pouvait ne me faire que du bien. Ça ne pouvait me faire que du bien. Donc j'ai accepté. Alors j'ai un peu challengé le système, il faut reconnaître. J'ai pas tout fait dans l'ordre. Mais ça a fonctionné quand même. Et là, j'ai été aidé par pas mal de monde. Et j'ai fait la connaissance des enseignants. Je ne sais plus dans l'ordre. Il y avait Francesca et Jim. Il y avait Benoît, côté. Marjolaine. Enfin, je ne voudrais pas citer de nom parce que il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont aidé au début. Et puis, par la suite, j'ai tissé des liens très profonds avec Gisèle, qui est devenue mon instructrice de méditation, et qui donc était le moteur le plus important de mon cheminement, arrivé à un certain stade, encore maintenant. Et aussi avec Francesca, qui est ma deuxième instructrice de méditation pour les pratiques non-drove, etc. Puis il y a plein d'autres gens, sans parler de toute la Sangha, c'est-à-dire de cette famille, j'allais dire ce groupe de bénévoles, cette famille de bénévoles, parce que il y a une entraide ici qui fait que quand il manque quelqu'un quelque part, on finit toujours par trouver, puis c'est toujours les mêmes qui se dévouent, puis avec gentillesse, etc. Et puis, donc c'est difficile de citer des personnes, à part celles qui m'ont marqué personnellement par leur influence, plus que par leur... voilà, je crois... Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faudrait que je ressorte la liste des membres. Puis... Ah oui, non, on ne va pas aller jusque-là. Mais j'aimerais t'emmener plutôt du côté du soutien, de la solidarité que tu peux ou que tu as pu sentir. Peux-tu nous évoquer un moment, ou une période ou une situation où tu as le plus fortement senti ce soutien? Ouf, ça c'est du tous les jours, ça. Ça c'est du tous les jours, parce que ne serait-ce que récemment, là où j'ai été opéré des yeux, et le soutien que j'ai eu était extraordinaire, quoi. Je sentais vraiment que c'était quelqu'un de la famille qui était malade, mais là je le sentais de mon côté, de l'intérieur. De l'intérieur.
Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que être opéré des yeux, bon, pour moi, ça a été ma vie quotidienne pendant certaines années, mais le vivre de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la cornée, si j'ose dire, c'était autre chose. Et finalement, j'étais tellement bien soutenu, y compris surtout par toi, qui y compris me véhiculer comme je pouvais rien voir. Donc, je suis très reconnaissant à tout le monde, à toi d'abord, et puis à toutes les personnes de la Sangha, et puis c'est quasiment tout le monde, quoi. Ça a été merveilleux, mais il n'y a pas que ça, j'ai eu des soutiens pour bien d'autres choses. Non, c'est vraiment... quand je dis une famille, c'est pas une façon de s'exprimer, c'est vraiment un constat. En allant dans le même sens, comment dirais-tu que la communauté, la Sangha, a peut-être modelé ton sens d'appartenance à un groupe? Qu'est-ce que la Sangha t'a montré ou t'a appris de ce point de vue-là sur ce que c'est que d'appartenir à une communauté? Ça, c'est une réflexion qui est en progression chez moi, parce que j'ai réalisé il y a quelques mois, ou 1 ou 2 ans, j'ai réalisé que la Sangha, donc la communauté, c'était un des 3 joyaux. Je le savais, on m'avait appris. Le Bouddha, le Dharma, la Sangha, bon, puis moi c'est les 3 joyaux, Puis un jour, c'était dans le salon, parce qu'il y a la bannière avec les 3 joyaux, là, et je réalise que les 3 joyaux ont la même taille. Mm-hmm. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha ont la même taille. Symboliquement, ça veut dire quelque chose. Et là, j'ai réalisé que la Sangha, c'était une voie de pratique. À la fois de l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce que la Sangha peut nous amener, mais surtout de l'intérieur, où être dans la Sangha, c'était une façon de pratiquer aussi. Et puis, je suis même allé jusqu'à la réflexion de dire, de toute façon, ça doit être même le joyau le plus important, même s'ils ont tous la même taille, je suis en train de me contredire, mais c'est exprès, s'il n'y a pas de Sangha, il n'y a pas de Bouddha et il n'y a pas de Dharma. Alors qu'une communauté peut exister sans avoir des croyances particulières, simplement parce qu'on partage le plaisir de faire de la photo, ou de faire des gâteaux, ou de tricoter, peu importe. Mais être dans la Sangha, c'est de mettre en pratique les enseignements, mettre en pratique que le fond des enseignements, c'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est une pratique. Et je parlais de la vaisselle tout à l'heure, c'est aussi une façon de nettoyer son esprit et de nettoyer son mental en nettoyant les assiettes. Il y a 2 façons, ou bien on prend ça pour une pénalité, va faire la vaisselle, t'es puni, va faire la vaisselle. Ou bien tu prends ça au contraire pour un exercice de se nettoyer soi-même. Et là, ça prend une autre dimension et ça devient un plaisir. Et c'est valable un peu pour toutes les activités de la communauté. Et je vois qu'il y a ici beaucoup de gens qui pratiquent vraiment ça beaucoup, des gens qu'on voit ici tout le temps, qui se dévouent, qui passent leur temps, qui annulent des rendez-vous au cinéma ou au restaurant pour dépanner un soir ou des choses comme ça. On sent que c'est un dévouement au sens de la dévotion, pas de la dévotion bête où je crois, etc. Je parle de la dévotion où se mettre soi-même dans le cheminement, comme à la disposition des autres. Est-ce que la Sangha est ouverte à tous? Autrement dit, est-ce que n'importe qui peut entrer et souhaiter faire partie de la Sangha?
il y a de l'espace pour tous. Je crois que c'est ça le sens de ma question. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espace pour tout le monde? Ça, c'est une excellente question. Et c'est même une question fondamentale, à mon avis, après tout ce que je viens de dire sur la Sangha. C'est que c'est pas une réponse oui-non. C'est une réponse oui, la Sangha est ouverte à tout le monde, à partir du moment où la personne qui veut entrer dans la Sangha entre dans une Sangha. Et non pas vienne profiter d'une communauté qui va lui apporter de ceci ou de cela. La Sangha, c'est comme le Bouddha et le Dharma, donc c'est un engagement. Et s'engager, je répète toujours la même chose, mais s'engager, c'est se mettre en gage. Et qu'est-ce qu'on met en gage? C'est sa vie. Ça, c'est pas sa vie au sens de vie ou mort, c'est sa vie au sens de vie sociale, etc. Si on ne fait pas l'effort de se mettre en gage, on n'entre pas dans une sangha, on entre dans une communauté, mais on n'entre pas dans une sangha. C'est-à-dire on perd le côté de la pratique, c'est-à-dire de la pratique, de pratiquer. C'est juste dans un club, quoi. Donc c'est correct. On peut entrer dans un club, et il y a plein de clubs qui peuvent accueillir les personnes tant qu'elles veulent, à partir du moment où elles sont juste consommatrices. À partir du moment où on passe de consommateur ou consommatrice à engagement, là on entre dans une sangha. On n'entre pas dans une communauté, on entre dans une sangha. C'est ce qui fait toute la différence. J'aimerais t'amener sur le terrain de la transformation, donc la voie, le cheminement. Est-ce que ta relation avec le centre a changé au fil du temps? La réponse est forcément oui. Et je dirais même, je trouve que le mot transformation est un peu faible. Parce que c'est plus dans le domaine de la révolution que de la transformation. Ça a un effet non pas de transformation de vie, mais de changement de vie, de changement complet de vie. Mon premier changement, ça a été quand je suis passé de la vie sociale au bouddhisme en 1980, où j'étais chef des services d'urgence et l'année d'après, j'avais démissionné des urgences et j'ai ouvert un centre, une consultation de la douleur et de soins palliatifs. Et donc ça montre que ça avait quand même bouleversé ma vie. Et le fait de passer des pratiques cailloux à Shambhala, ça a aussi changé ma vie, mais plus dans un côté social. Alors, mes pratiques, bien sûr, mais ça, c'est une continuité, ça, depuis 1980. C'est une continuité, mais il y a eu un changement de vie, puis surtout, ce qui a aidé à ce changement de vie, ça a été, en 1979, le fait que je sois parti à la retraite. Donc, où finalement, tout le temps que je donnais à mon métier, c'est un temps qui s'est révélé disponible et puis qui finalement m'a permis de tout réinvestir dans ma pratique Shambhala et ma pratique quotidienne surtout. Donc du temps où je travaillais, j'avais une pratique qui était plus, je dis pas intellectuelle parce que c'était quand même assez profond, mais quand même pas à ce point-là. À partir du moment où j'ai été que dans la pratique, oui, ça a beaucoup changé des choses et ça m'a fait pas évoluer, mais complètement transformer. C'est comme ça que je suis passé les différentes étapes de mon activité dans le centre, où j'avais des étapes un peu touristes au départ, et puis, enfin touristes engagés quand même, mais touristes. Et puis, où maintenant, où c'est mon lieu de vie quasiment. Je rentre chez moi pour me coucher. J'exagère. J'exagère, mais et c'est pas un pinceau, je veux dire, je le fais parce que ça me convient, parce que j'y trouve des contacts, j'y trouve de la lumière, je trouve des personnes profondes avec qui on peut échanger, etc.
non, ça a changé ma vie complètement. Enfin, et puis j'espère que ça va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à changer encore. Mais justement, même si la plupart du temps tu fais des activités qui sont associées au centre ou à l'intérieur du centre, il y a quand même un espace pour le reste. Et comment donc ton lien avec le centre a affecté ou affecte ou transforme la façon dont tu vis ces relations et ces liens-là à l'extérieur du centre? Il y a plusieurs aspects. D'abord, les choses qui m'intéressaient avant, qui ne m'intéressent plus, comme d'aller au cinéma. Si, au cinéma, mais c'est plus les mêmes films. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, si je vais au restaurant, c'est parce que j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et puis, voilà. Mais c'est plus pour faire une sortie. Les vacances, c'est d'aller dans d'autres centres ou d'aller, sans parler de la famille, bien sûr, puisque quasiment toute ma famille est en France et en Angleterre, avec un rescapé à Vancouver. Mais j'ai plus d'activité d'aller bronzer sur la plage à Cuba ou ailleurs. C'est plus... En fait, je ne prends plus de vacances. C'est-à-dire de vacances au sens touriste du terme. C'est toujours orienté vers la famille, qui pour moi, alors je parle de ma famille, qui pour moi est le fondement de ma vie. Ça a toujours été, je suis d'une famille tribu, donc j'ai été élevé dans une tribu, donc je reste j'ai gardé cette culture tribu. Mais finalement, j'ai la sensation que j'ai intégré Shambhala dans ma tribu, dans ma propre tribu, puisque mon frère est chambalien, il est à Deshanshui, j'ai une sœur qui est également suit des pratiques Shambhala, etc. Donc la famille est quand même un peu marquée par ça. Et donc il y a cette interpénétration entre ma tribu, et même si elles sont restées séparées, entre ma tribu et ma tribu familiale et ma tribu chambalienne. Voilà. Et c'est avec plaisir, je veux dire, je me suis pas enfermé là-dedans, au contraire, pour moi c'est une ouverture, c'est un épanouissement même. De la même manière, à travers le temps et jusqu'à aujourd'hui, quelles sont pour toi les pratiques ou les expériences ou les enseignements qui te viennent en tête maintenant, qui sont les plus marquants et qui ont participé à cette transformation? Oh, là, tu ne me laisses pas beaucoup de temps pour réfléchir. Non, ça m'a obligé à choisir ce qui sort tout seul. First thought, best thought, c'est on ça, dit. c'est ce que j'avais compris. Le premier, ça a été le refuge, ça c'est sûr, parce que c'était dans un contexte surnaturel, vraiment surnaturel, au vrai sens du terme. Ça, c'était au Sikkim. Et puis, dans le cas de Shambhala, c'était... c'est les retraites. Dans ma jeunesse, j'avais fait déjà des retraites dans des monastères chrétiens, quand j'étais ado. Et même si j'ai arrêté la pratique chrétienne, sur laquelle je ne crache pas du tout d'ailleurs, parce que c'est grâce à cette pratique que je suis ici. C'est juste les croyances qui ont changé, mais la pratique non. Et donc, les souvenirs dont tu parles sont plus des souvenirs de retraite, oui. Je pense que les retraites sont fondamentales parce que, comme son nom l'indique, comme le mot l'indique, c'est se retirer. Et donc, j'ai eu une retraite à Karmetcheling. On y était ensemble d'ailleurs. C'était en quelle année? En 2016 par là. C'est possible. Ouais.
sur les draps là. Ça, ouais. Ça a été une expérience marquante parce que ça a été mon premier flash d'éveil. Quand on avait fait une expérience dans la prairie, là. Et c'est la première fois où j'ai eu le sentiment de quelque chose s'était ouvert. Et puis, il y a eu d'autres retraites. D'Orgène Banning, la retraite d'un mois. Le Datoun. Le Datoun, oui. La retraite d'un mois, ça c'est très, très marquant. En plus, c'est là où j'ai attrapé. Il y a eu cette conjonction de facteurs où d'avoir fait cette retraite qui quand même remue les tripes, surtout que c'était dans un contexte un peu spécial. Et puis j'ai attrapé, donc, comme tout le monde le sait, la maladie de Lyme, ou de Lyme, ça dépend de quel pays on est, et avec des paralysies, etc. Et qui m'ont fait aussi beaucoup travailler sur moi, en fait. Je ne les dissocie pas de la retraite parce que je pense que c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui était compris dans le prix de la retraite, même si personne n'y est pour rien, à part moi qui n'ai peut-être pas pris toutes les précautions qu'il fallait. C'est-à-dire que le fait que ce soit arrivé après la retraite, ça m'a fait beaucoup travailler sur l'impermanence objectivement, mais aussi sur les valeurs, les relations avec les gens. Ça a remis beaucoup de choses en question. Et c'est sûr qu'il y a eu un avant, un après. C'est sûr. Ouais. Et puis cette retraite à Carmet-Choling, là où on a fait le rassemblement Shambhala Global, ça aussi, c'était ça a été un événement très marquant. C'est ce qui m'a ouvert d'ailleurs à m'engager encore plus avant dans Shambhala, à aller plus loin, voir au niveau le plus central. Là, tu fais référence à l'Assemblée globale, c'est ça, c'est qui ça, a eu oui. lieu un peu plus tôt cette année. C'est ça, c'était début février. Oui, fin janvier-février. Ouais. Où j'ai eu l'impression que, si on dit que Shambhala c'est un bateau, j'ai eu l'impression d'accéder à la fois à la salle de machine et à la passerelle. C'est-à-dire là où il y a le commandement, puis là où il y a les moteurs. Et j'ai trouvé que c'était une expérience importante parce que s'engager dans une voie de pratique comme la voie Shambhala ou la voie bouddhiste, c'est vraiment entrer dans le système parce qu'on ne peut pas être simplement consommateur. Et si on n'est pas parti, si on ne fait pas partie du mouvement, on ne peut pas demander au mouvement on ne peut pas critiquer le mouvement et lui demander des choses qu'il ne peut pas donner si soi-même on ne donne rien. Donc je reste toujours sur... Je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé engagement là depuis qu'on parle, mais c'est tellement central. C'est tellement central, il y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait d'éveil sans engagement. Puisque si on change la vie, il faut mettre sa vie en gage. Sinon, elle ne change pas. Ça veut dire qu'on accepte de perdre celle d'avant. J'aimerais maintenant t'amener sur un terrain qui n'est pas très, très éloigné, celui des célébrations, des rituels. Et j'aimerais que tu essaies de trouver dans ta mémoire, peut-être récente ou plus ancienne, ces formes qui t'ont marqué le plus. Oui, tu sais que je suis un homme de rituels, que je pratique beaucoup les rituels et que je suis très très pro-rituel parce que je pense que les rituels, justement parce qu'ils demandent un certain engagement, sont actifs. C'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est une pratique en soi. C'est-à-dire c'est utiliser, au lieu d'utiliser les mots ou les images ou les sons, on utilise les mouvements, on utilise Puis des fois c'est tellement compliqué qu'on est obligé d'être là. C'est une façon d'être ici et maintenant, c'est de faire une pratique qui demande beaucoup de précision. C'est pour ça que je me suis engagé il y a une dizaine d'années dans la cérémonie du thé,
parce que c'est tellement compliqué qu'on est obligé d'être là. Et les gestes changent en fonction de s'il fait beau dehors, pas beau, s'il y a un personnage important ou s'il n'y a pas un personnage important, si ça varie en fonction des saisons, ça varie. C'est jamais deux fois pareil. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple de comment les rituels nous obligent à être conscients de ce qu'on est, qui on est, où on est, quand on est. Et dans les pratiques bouddhistes et Shambhala, c'est pareil, on a des pratiques qui dépendent de la saison, on a des pratiques, comme bientôt il y a le Parinirvana, qui est donc l'anniversaire de la mort de Shogam Trungpa Rinpoche, et où il y a des pratiques spéciales, où on peut faire un festin, enfin, ça dépend du volume qu'on veut mettre à la célébration. Et tout ça fait partie des... C'est très important parce que ça fait partie des choses auxquelles on doit adhérer pour justement être engagé. Et qu'il se passe quelque chose en nous. Si on dit « Ah ouais, mais non, mais là, on n'a pas le temps parce qu'on a déjà pratiqué hier, etc. » Comme par exemple, mercredi dernier, c'était un mercredi sur deux, on fait la sadhana de Mahamudra, donc on l'a faite le matin. Et puis, une fois par mois, on fait la sadhana de la pleine lune, donc de Mahamudra, mais de la pleine lune, qui était le même jour. Eh bien, on l'a fait 2 fois. On aurait pu dire, aujourd'hui on annule celle du matin, on fait celle de la pleine lune, etc. Non, on a fait les 2. Et je rends hommage à Gisèle de nous guider dans cette voie-là, parce que des fois ça a l'air un peu agaçant. Mais en fait, c'est parce qu'on s'attache à la forme et non pas au fond. Et que le fond, c'est le jour de faire la pratique de la pleine lune. On fait le jour de la pratique de la pleine lune. On fait la pratique, et c'est le jour de faire la matinée de la quinzaine, là, et c'est le même jour, c'est pas grave, on fait les 2. Et comme ça, on reste engagé dans le rythme. On ne perd pas le rythme de ce rite. Ça va exactement dans le même sens, la question que je vais te poser maintenant, c'est juste un peu plus vaste. Quelles sont les traditions? Donc c'est plus englobant, mais quelles sont les traditions qui ont le plus de sens pour toi? Je crois que c'est beaucoup axé sur les traditions autour de la lignée. Ça ne renvoie pas à l'écran, mais là, en face de moi, j'ai la tanka qui représente la lignée Shambhala. Chez moi, j'ai une autre tanka qui est la lignée Kagyu. Elle ne s'exclut pas, c'est d'ailleurs la plupart des personnages qu'il y a dessus sont à peu près les mêmes, mais pas tous. Mais c'est pas grave, l'idée, c'est le principe. Et c'est que les enseignements qu'on a, c'est les enseignements qui ont été transmis par la lignée. Et la lignée, c'est la succession des sanghas d'abord, des gens qui ont porté la lignée, et puis la succession des enseignants, donc des grands maîtres, qui ont créé les enseignements, qui les ont développés, qui en ont créé d'autres, etc., etc. Et puis toutes les entités qu'il y a autour, qui ont été générées par justement cette énergie de dévotion, et qui sont ces entités qui protègent ou qui au contraire stimulent, etc., etc. Et tout ça, c'est sur cette tanka avec les êtres humains, et puis avec tous les ancêtres, jusqu'au Bouddha, et même avant, puisque, comme je le répète souvent, il ne faut pas oublier que le Bouddha lui-même, il a été enseigné, et il a fait des pratiques, il n'est pas né Bouddha, le Bouddha n'était pas bouddhiste. Et donc, en fait, il était hindouiste, si mes souvenirs sont bons, et donc il a eu des maîtres, etc. Donc la lignée nous emmène jusqu'à la création, s'il y a un début à la création, ce qui n'est pas sûr. Enfin, j'y étais pas en tout cas. Et je pense que donc ce qui est important, c'est toute cette succession de sanghas, et puis les dharmas, c'est-à-dire toute la... Et les dharmas, c'est pas seulement les enseignements au niveau de la forme, les livres ou
ou les tankas, ou des choses comme ça. C'est aussi tout ce qui a été transmis au niveau énergétique, au niveau spirituel, etc., qui sont en dehors de la forme et qui nous relient les uns aux autres. Donc, et surtout qui sont en eux-mêmes la sangha, le dharma, c'est-à-dire les enseignements au sens d'une énergie. Donc c'est sûr, ils nous ont transmis des livres, ils nous ont transmis un tas de choses, mais ils ont surtout transmis une énergie qui nous pousse et qui nous nourrit aussi. Et donc, je crois que c'est important qu'on voit ça. Donc, quand on parle des trois joyaux dont je parlais tout à l'heure, le Bouddha, c'est aussi, c'est pas une personne. Des Bouddhas, il y en a eu plusieurs. Celui qu'on connaît le plus, c'est parce qu'il a écrit des enseignements, enfin, il a transmis des choses qui ont été écrites après. Mais des gens éveillés, il y en a eu plein avant lui, après lui, et puis il y en a encore beaucoup après nous. Le Bouddha, c'est plus une idée, une énergie. Donc ces trois ensemble, d'ailleurs, on les représente souvent sur le dos d'un cheval. Donc c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous donne de l'énergie, qui nous donne le souffle de la puissance des enseignements. Et des personnes qui l'ont porté et des personnes qui les ont développés aussi. Parce que au fil des générations, il y a des enseignants qui créent des nouveaux enseignements. Tout ça, c'est un work in progress. Tu parles de continuité. J'aimerais qu'on aborde aussi le futur, le risque de la non-continuité, parce que les choses peuvent s'arrêter, on ne sait pas. J'aimerais que tu puisses dire quelques mots au sujet de ce qui serait perdu si le centre n'existait plus. C'est une question qui m'a déjà traversé la tête, que je n'ai pas développée, mais c'est effectivement une possibilité qui est déjà arrivée et qui arrivera encore. Là, on est à l'air d'être au bord d'un grand chambardement, comme on dit, mais ce sera sûrement pas le dernier, et c'est en tous les cas pas le premier. Et les enseignements ont toujours réémergé après. Alors, c'est sûr que si y a les cataclysmes qu'on nous annonce et qui ont l'air de se profiler, malheureusement. Sur la planète. Oui, je parle de ça, oui. Je parle de la Terre, en tant que boule, pas trop plate. Et si ces cataclysmes, ils sont déjà arrivés, et on dit les enseignements sont perdus. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce que ce qu'on perd, c'est les papiers, c'est les livres, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, là. C'est bon. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces enseignements-là, en fait, c'est pas du papier, c'est pas des tablettes de terre cuite, c'est une énergie, c'est dans les êtres humains et les générations suivantes, elles recréent la forme. S'ils ont été, comment je dirais, imbibés, infiltrés des enseignements, des énergies, des croyances, et surtout d'un cheminement personnel, parce qu'on peut transmettre que ce qu'on est, on ne transmet pas ce qu'on sait, on transmet ce qu'on est. Si on est capable de mener des personnes sur le chemin de l'éveil en nombre suffisant et que ces personnes-là survivent à n'importe quel cataclysme, les enseignements ne sont pas perdus. La forme ne va pas être la même, parce qu'ils feront avec ce qu'ils ont, mais les enseignements ne sont pas perdus. Alors c'est dommage de perdre les livres, parce que c'est des siècles et des siècles d'efforts et de travail et de temps et de vie consacrée à ça, mais en même temps, c'est pas perdu.
le fond, enfin, je veux dire, l'âme centrale n'est pas perdue. L'âme au sens du centre du centre de l'objet. Et donc, sur ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu ajouterais au sujet de ce que représente le centre? La réponse est dans le mot. Le centre, c'est le centre. Et la définition d'un centre, au sens d'un centre bouddhiste, c'est que le centre est partout et la périphérie nulle part. J'aime beaucoup cette expression parce qu'à la fois ça donne une idée qu'il y a un cercle, c'est-à-dire que ça va dans toutes les directions, mais en même temps il y a quelque chose qui garde l'intégrité, qui est représenté par le centre, mais tout ça n'est pas fixe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas fixe, donc on a une possibilité de réinventer, de recristalliser le noyau, mais de façon non matérielle. C'est-à-dire que ça reste évolutif. C'est-à-dire le centre, ce qui fait notre noyau ces jours-ci, ça peut être complètement différent dans un mois, enfin complètement, ou juste un peu à côté, et ça se promène. Et un peu comme dans un atome, il y a des électrons qui se baladent dans tous les sens. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a des choses qui bougent, mais en même temps, c'est fixe et ça bouge en même temps. Il y a des choses qui sont identifiables, mais qui en fait n'existent pratiquement pas, puisqu'un atome c'est que de la vibration en fait. Donc on peut le toucher, mais on peut pas le décrire déjà, j'y arrive pas. Puis on peut pas le photographier. On peut photographier un point, mais c'est-à-dire photographier le centre de l'atome, non, on peut pas parce que c'est de la vibration, donc c'est de la lumière en fait. Si tu t'adressais à des générations plus jeunes, qu'est-ce que tu dirais de ce que le centre représente? Imagine que tu t'adresses à des gens plus jeunes, de l'extérieur du centre. Comment leur parlerais-tu? Ça, en général, chez moi, ça vient de façon spontanée quand j'ai les gens en face. Donc, quand j'ai les personnes en face, c'est plus difficile. Mais en fait, c'est un peu tout ce que je viens de dire depuis le début, là, mais plus spécifiquement, d'abord, ça dépendrait des jeunes que j'ai en face de moi. L'idée, c'est de s'adapter au vocabulaire, à leur vocabulaire et à leur culture, ce qui n'est pas facile, parce que les mots que j'emploie moi, eux, ils ont un sens différent pour ça. Je vois ça à travers mes enfants, mes petits-enfants. Mais l'idée il reste toujours la même, c'est l'histoire des trois joyaux, et puis d'avoir ces principes d'engagement, d'effort, de dévotion, enfin de se donner dans cette voie-là, et puis de respecter les maîtres et les enseignements, parce que si on remet en question on peut les remettre en question après, parce que aucun enseignement n'est valable pour tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est aider les nouvelles générations à comprendre le cœur des enseignements pour qu'eux puissent le traduire dans leur culture, qui va être encore moins notre culture à nous. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas utiliser les mêmes outils que nous. En revanche, ils vont travailler sur les concepts qui sont les mêmes, mais ils n'auront pas les mêmes formes. Donc ce que je leur dirais, c'est ça, c'est de venir chercher les outils, d'apprendre à manier les outils, puis après c'est eux qui vont créer leur chef-d'œuvre, pour prendre le vocabulaire des compagnons du devoir, et qui ne va pas être ce que nous on a fait, mais qui va être de la même valeur, et puis avec la même fonction. Et de ce fait, quelle est notre responsabilité envers les plus jeunes générations qui vont nous suivre? Je crois que c'est celle-là, c'est de
de ne pas vouloir les obliger à faire ce que nous on a fait, de la manière dont nous l'avons fait. En revanche, notre devoir, c'est de leur transmettre le cœur du sujet, comme dit Sholem Tonpa, c'est même le titre d'un de ses livres. Le cœur du sujet, c'est vraiment ce que nous transmettons, c'est le cœur. Et la qualité que Sholem Tonpa met le plus en avant, c'est le courage. C'est pour ça qu'il nous appelle des guerriers. Parce que la définition du guerrier, d'après Sholem Tonpa, ou de la guerrière, c'est la personne qui agit avec courage. Et courage, c'est cœur et agir. Donc c'est agir avec le cœur. Donc le guerrier, la guerrière, c'est quelqu'un qui agit avec le cœur. Alors à la fois c'est le cœur au sens où on l'entend dans le vocabulaire de tous les jours, mais aussi c'est à un sens plus ésotérique ou plus subtil. C'est aussi aller au cœur des enseignements, aller au cœur des choses, oublier la forme pour ne prendre que l'essence. Et c'est avec cette essence-là qu'on va agir. En y mettant du cœur. J'ai une question. Peut-être englobe-t-elle tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, tout ce que tu as pu mentionner. Et en même temps, j'aimerais que ça nous invite pour la suite, à partir de ce que sont donc les questions que tu te poses maintenant. Je dirais, quelles sont ces questions que toi tu as, ou quelles sont les questions que nous devrions nous poser aujourd'hui en fonction des générations futures, de ce qui va nous suivre. La première question, c'est quelles sont les questions qu'on devrait se poser. Ça, c'est celle que je viens de te poser. Non, mais je pense que c'est vrai. Au-delà de la plaisanterie, je pense que c'est vraiment la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre et comment. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien de dire faut agir avec le cœur, faut ceci, faut ça, mais comment on fait? Comment on fait et par où on commence et je pense que la première chose, c'est d'établir une pratique. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas s'isoler, d'être en groupe, d'être en communauté, puis en sangha. Les 3 étapes. C'est-à-dire la forme, et puis ensuite le niveau des émotions, etc., et des contacts, etc., puis ensuite le côté spirituel. Et puis ensuite, une fois de trouver le cœur, et puis d'agir avec courage. Je pense. Mais ça prend... c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les livres, c'est quelque chose qu'on trouve dans la pratique. Donc ça veut dire pratiquer, puis pratiquer, ça ne veut pas dire s'asseoir sur un coussin et puis attendre que ça se passe. Pratiquer, c'est vraiment mettre sa vie en gage. Et puis faire des efforts, parce que ça ne vient pas tout seul. Et puis c'est de la constance. Et, c'est un peu comme quand on veut polir une pierre. C'est les galets dans la rivière, quoi. Au départ, c'est des cailloux qui ont toutes les formes. Puis à force, on enlève les arêtes, puis et ça prend du temps, et ça prend que ça roule, et avec de l'eau qui va faire la puissance de faire rouler. Donc ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et puis aussi du lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter que on se transforme. Si on veut se transformer sans rien changer à sa vie, ça risque pas de faire grand-chose. Donc c'est cette continuité-là et cet effort continu qui sont importants. Voilà, on en revient toujours aux 3 joyaux. C'est-à-dire, ça prend un côté spirituel, c'est-à-dire une direction spirituelle, un niveau spirituel qui sert de guide,
qui sert comment je dirais, de rampe pour cheminer, puis se raccrocher quand on ne sait plus trop où on est, ou on ne sait pas où est la marche. On ne sait pas si on va tomber ou pas, on se raccroche à ça, puis après on retrouve son équilibre, et puis on peut lâcher la rampe de temps en temps, mais il faut toujours la garder. Je parlais de la montagne tout à l'heure. En montagne, des fois, il y a des passages où il y a des câbles comme ça, parce que l'endroit est difficile, on a besoin d'aide. Puis il y a des passages où c'est du chemin, puis tout le monde y va. C'est un peu comme ça. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à toi d'avoir accepté de participer à une entrevue sans connaître les questions à l'avance. Une entrevue surprise qui a permis, je l'espère, de mieux connaître Jean-Luc, en tout cas sous un jour différent. Et c'était l'entrevue du printemps 2026, en espérant qu'il nous arrive bientôt. Et comme vous l'avez remarqué, c'était une formule complètement différente aussi. On espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à nous donner les commentaires à ce sujet-là. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour tout le monde.